tu as besoin de cette routine pour avancer. Il faut juste la doser. Ok, c'est très intéressant, merci. Moi, j'adore, hein, ça revient très bien au nom que j'ai donné au podcast. Non, mais c'est un peu ce qui me stimule aujourd'hui à vouloir le faire, c'est me dire, ok, prouve-toi que tu es capable d'y arriver. Maxime, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Comment tu vas? Très bien, merci, très content d'être là aujourd'hui avec toi. Merci. Si tu dois te présenter en 5 secondes, mais sans dire ton prénom, ton travail et de où tu viens, comment tu te présenterais? Question pas évidente, mais je dirais... en 5 mots, tu m'as dit? Non, 3 mots. 3 mots. Je dirais travailleur. Je dirais ambitieux. Ok. Et... c'était pas évident, je m'attendais pas à celle-là. Et... pédagogue. Maintenant que tu t'es présenté avec ces 3 adjectifs, comment tu te présenterais en vrai? Je me présenterais en vrai comme quelqu'un qui toujours souhaitait accompagner les autres, Ok. donc sur différents objectifs. J'ai toujours été à l'écoute des autres, pour ça aussi. Mais toujours aussi ambitieux, que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel. Toujours eu certains objectifs, toujours aimé me donner des objectifs et toujours essayer de les atteindre derrière. Alors je sais pas si ça me représente vraiment et ça suffit comme explication, mais c'est vrai que ouais, je suis plutôt quelqu'un de calme aussi. Je vais te donner pas mal d'informations, mais plutôt quelqu'un de calme, mais en même temps qui sait être énergétique ou dynamique quand il faut l'être. Ok. Énergétique. Et comment t'es arrivé à être qui es-tu aujourd'hui? Un parcours, une éducation, je pense déjà par mes parents. Mes parents et ma soeur, parce que l'éducation elle est familiale, elle se fait pas que par les parents. Le cercle amical également, puisque depuis là où j'ai grandi, tous mes amis et autres, ça c'est un vecteur important. Je pense que l'éducation elle se fait à l'école, comme elle se fait à la maison. Et c'est vrai que j'ai eu la chance depuis mon enfance d'être bien entouré par des amis, par des groupes qui ont toujours été, qui m'ont toujours en fait tiré vers le haut plus qu'autre chose. Et ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et le sport a également contribué à ça. Et donc, comment tu es devenu coach sportif? C'était pas à la base du tout ce que je visais. Enfin, du moins, j'ai jamais pensé être coach sportif. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que j'adorais donner des conseils, aider les gens, regarder également ce qu'ils pouvaient faire pour potentiellement les corriger sur des aspects et autres. Et j'ai travaillé en fait dans une salle à l'époque qui cherchait un coach. C'est le déclic qui est venu de là, puisqu'ils m'avaient proposé de devenir coach chez eux. Et à ce moment-là, C'était quelle salle? c'était CrossFit Nice. Oh, c'était CrossFit Nice. Où justement je fais mon exactement, CQP. exactement. Okay. Et du coup, en fait, ça a été une évidence. À partir du moment où on m'a proposé ça, c'était une évidence pour moi de me dire, en fait, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Et c'était ma passion. Et je me suis jamais dit, je vais vivre de ma passion. Et donc, ça a été un déclic. Mais est-ce que tu faisais déjà du sport avant? Ouais, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait, donc au début, petit, j'ai fait des sports collectifs, sports individuels aussi. J'ai fait du foot, du rugby, après j'ai fait du tennis, du judo. Et je me suis vraiment mis dans le fitness à l'âge de 17 ans, je crois, 17-18 ans. En même temps qu'un BTS, je faisais un BTS Management des unités commerciales. Et au final, je passais plus de temps à la salle qu'à l'école. Ok. Et c'est vrai que c'était une vraie passion d'aller m'entraîner, d'aller progresser et autres. Et c'est en 2000... alors l'année, je ne l'aurais pas, mais c'est à mes 18 ans où j'ai commencé le CrossFit. Et là, c'était une évidence pour moi de me dire que c'était ce que je voulais faire. Et donc, tu as quitté tes études de BTS pour Ouais, faire... j'ai fini mes études de BTS et en fait, c'était l'année d'après où, à la base, je ne savais pas où j'allais réellement. Ok, donc tu les as terminés. Je les ai terminés et je ne savais pas où j'allais réellement. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu cette proposition. C'était soit j'allais travailler avec mon père, soit j'allais faire autre chose. Il y avait d'autres opportunités. Et cette opportunité-là, on l'a saisie. Et c'est, je pense, un des meilleurs choix que j'ai fait depuis que je suis... Et tu as commencé où? Donc, tu as commencé à CrossFit Nice. Moi, j'ai commencé à CrossFit Nice. J'ai travaillé donc dans une salle de CrossFit pendant 5 ans, jusqu'en 2020. J'ai essentiellement du coup à la base fait du CrossFit. Je faisais également à côté un petit peu de coaching individuel en extérieur et autres. Et à la suite du Covid, où là je suis vraiment parti à mon compte. Donc j'ai travaillé sur des domiciles et j'ai commencé ensuite à Fitness Park. Donc c'était plus du tout le même accès, j'étais plus sur du CrossFit, j'étais plus sur un aspect musculation, remise en forme.
Et c'est à la suite de tout ça que j'ai monté ce fabuleux projet. Et justement, comment t'es arrivé à créer Raise? Pourquoi? C'est quoi qui t'a poussé à dire vas-y, je le fais? Pousser, c'est vraiment pour moi, c'était l'aboutissement un peu de mes études, de ce que j'ai pu apprendre par le passé et l'aboutissement de tout coach. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est coach sportif, alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais on va être beaucoup à vouloir monter sa structure, monter sa marque et son entreprise. Et ouais, le studio, c'était l'aboutissement de tout ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai coaché dans des salles qui n'avaient pas forcément les valeurs ou représentaient pas également ce que je voulais. La dernière salle, en l'occurrence, c'est une salle très commerciale et c'était pas en accord avec mes valeurs, avec la façon par laquelle j'avais envie aussi d'aborder mes coachings, avec laquelle j'avais envie de travailler. Donc c'était vraiment différent. C'est trop éloigné de moi et je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble, créer quelque chose qui me ressemble. Et c'est en créant Raise, du coup, que j'arrive vraiment à créer un cocon qui me ressemble et où j'espère que les gens se sentiront mieux que dans ces autres salles commerciales où on va pas faire forcément attention à eux et où on est plus sur de l'abattage, on veut faire du volume, de la quantité, ce qui est très bien, il en faut pour tout le monde. Mais Raise, c'est plus une salle où on va accompagner les gens, vouloir les développer et surtout une salle où ils vont se sentir bien, une salle où ils vont être à l'aise. Et donc, j'ai 2 questions. C'est quoi tes valeurs et pourquoi t'as donné à ta salle le nom Raise? Mes valeurs, c'est la simplicité, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a pu dire, mais ouais, la simplicité, la rigueur et le travail. Et Raise, ça rejoint ça, puisque je voulais vraiment, par Raise, aider les gens à atteindre leurs objectifs. Mhm. Donc Raise, en anglais, c'est s'élever, ça peut être aussi augmenter, ça a plusieurs termes, hein, mais c'est vraiment le fait d'augmenter, d'évoluer. Mhm. Et Raise va être important sur tous ces aspects-là. Donc ça va être élever son bien-être, élever sa force, élever son endurance. Et c'est vraiment sur tous les aspects et toutes les capacités physiques que Raise va avoir un impact. Mais pas seulement, je veux aussi que ça ait un impact au niveau social. On va aussi créer une communauté avec Raise. Donc ça va aussi élever une force de se sentir plus fort parce qu'on va être entouré de gens qui vont partager les mêmes valeurs que nous. Ah oui, je t'interromps, désolée, mais c'est grâce justement à toi que je me suis fait des copines à Nice. C'est grâce à Raise, quand tu as créé le Run Club, que moi j'ai commencé à connaître les filles avec qui je sors tous les jours maintenant et qui sont devenues une partie très importante pour moi dans ma vie parce que justement, autant que personne qui habite à Nice, mais qui vient pas de Nice, et surtout faire des amitiés à l'étranger et en France, je peux te dire que c'est difficile, c'est compliqué. Raise, ça m'a donné énormément, donc je te remercie pour ça. Et ça, tu vois, c'est une satisfaction pour moi, et c'est vrai que j'ai vu directement, là, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, et c'est en voyant ces groupes qui ont pu être créés par Raise. Pour moi, c'est une satisfaction énorme. Parce que c'était un des process et un des objectifs que j'avais avec Raise, c'est vraiment créer cette communauté. Et c'est une communauté qui va nous pousser et nous aider à nous développer sur tous les aspects. Et je pense qu'aujourd'hui, une communauté, c'est important. C'est ce qui manque des fois dans les salles commerciales, c'est qu'aujourd'hui, on va dans une salle commerciale, on va faire sa séance de sport, on s'en va. Mhm. On n'a pas d'accroche, on n'a pas de lien avec les gens, on vient vraiment faire sa séance et on s'en va. Et pour moi, le sport, ça passe par autre chose. Ça passe aussi par des échanges, par des interactions avec des gens qui vont avoir les mêmes valeurs, qui vont aussi nous permettre de nous dépasser, et pas forcément la salle où je m'entraîne seul et où je viens juste... alors, certains, ça va leur suffire, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ma vision de la chose, c'est plus en groupe. Et justement, ça me fait revenir en tête, quand moi je suis arrivée à Nice, moi je travaillais en télétravail. Et justement, je me suis inscrite à la salle pour me faire des amis, parce qu'en télétravail, je viens d'une autre ville, je connaissais personne. Pour moi, c'était aller à la salle, au moins je connaisse quelqu'un. Mais comme je t'ai dit, c'était difficile, en France surtout. Les Niçois, non, après je rigole, vous êtes assez ouverts. De manière générale, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu vas à la salle, la plupart des gens, ils vont avoir leurs écouteurs, leurs casques sur la tête. Tu vas aller leur parler, la plupart du temps, c'est pour te demander combien il te reste de séries à faire avant de libérer la machine. C'est tout. Donc ça, c'est compliqué d'échanger à partir de là. Et c'est là où moi, je voulais vraiment une salle ouverte où les gens vont s'entraîner soit en petit groupe, soit de façon individuelle. Mais on s'entraîne en groupe, donc il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'écouteurs ou autre. On va s'entraîner en même temps. On peut discuter évidemment pendant les séries, justement, ça peut être cool. Et après, on va pouvoir progresser ensemble sur des petits small groups où on a quand même un accompagnement avec un coaching, mais avec cette notion de groupe où on s'entraîne pas seul. Et là, ça permet de faire des connaissances, créer des amitiés, pourquoi pas. Si c'est ancré, c'est très bien. Etc. Donc, c'est cool. Tu sais, aujourd'hui, on a différents types de diplômes. Comment tu gères le fait d'être un coach
avec tous les nouveaux diplômes qui sortent de coach sportif, comme le CQPIF, CQP cours collectif, etc., comment tu t'en sors? Alors, moi, personnellement, ça impacte pas trop parce que ça fait un moment que j'ai mon diplôme maintenant. Donc, j'ai eu le temps de faire ma clientèle, de faire tout ça. Après, c'est très bien pour le métier, puisque du coup, on va avoir une arrivée de plein de nouveaux coachs, donc ça dynamise un peu l'activité, sachant que je trouve qu'on est en pleine expansion sur le fitness. Aujourd'hui, on voit il y a des salles qui ouvrent un peu partout, donc ça permet aux salles aussi de pouvoir recruter de nouveaux profils, et donc ça, c'est génial, ça dynamise vraiment la chose. Après, on est sur la même problématique qu'un BPGEPS pour moi. Je suis sorti du BPGEPS, ça prend un an, un BPGEPS. Aujourd'hui, un CQP, c'est entre 3 et 6 mois selon les formules. Il faut que les gens qui sortent d'un CQP prennent conscience qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, ils ne seront pas coach. Ils auront la certification de coach, mais ils ne seront pas coach. Mais un BPGEPS, c'est exactement la même chose. Je ne me suis pas vraiment considéré coach en sortant de BPGEPS. J'avais le statut, j'avais le diplôme. Maintenant, être coach, c'est sur le long terme. Donc, le CQP, ce que je trouve ça compliqué, c'est qu'on vous donne pas mal de choses à apprendre sur une période de 3 mois, ce qui est très court. Parce qu'il y a tellement d'informations à apprendre quand on est coach que 3 mois, même en un an de BPGEPS, j'ai trouvé ça trop court. Oui, Donc je me dis, en 3 mois, je comment ils vont sais. faire pour avoir toutes ces informations-là? Moi, je peux te dire que je galère. Ouais, Je sais. mais bon, un an, 3 mois, pourquoi pas? Mais après, voilà, ce qui va compter de toute façon, c'est vraiment le travail que chaque futur coach va faire à côté de son école et surtout après. C'est vouloir toujours apprendre, toujours écouter et en fait toujours être dans la volonté de s'enrichir et d'apprendre. Ok. Et ça, c'est important. Et je fais une petite parenthèse, par exemple, avec Vincent que tu vas recevoir. Quand j'ai passé mon diplôme, on était pareil, on était en alternance. Donc j'avais un stage qui était dans une salle de fitness classique. Mais à côté de mon stage, je faisais un deuxième stage en doublon, en fait, quasiment, puisque je travaillais déjà à CrossFitness. Et j'ai pu apprendre à côté de Vincent et un autre coach. J'avais deux super coachs, en fait, sur lesquels j'ai vraiment pu me baser pour apprendre. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens qui sortent de CQP ou de BPGEPS ou peu importe, fassent vraiment soient dans la recherche de vouloir apprendre auprès de coachs, de vouloir Mhm. apprendre. Et c'est là où on apprendra le mieux, c'est sur le terrain. Et donc, on va dire, t'as pas peur entre guillemets, hein, parce que j'ai pas un autre mot, des nouveaux concurrences au moment. Non, au contraire, moi je trouve ça génial. Ok. Je trouve ça génial puisque bah, déjà, la concurrence, ça pousse à être meilleur dans un premier temps. Et en plus, pour moi qui est gérant de studio, ça peut m'apporter de futurs coachs. Donc je trouve ça génial. Maintenant, je serais peut-être plus attentif aux qualités des coachs qui sortent d'un CQP que d'autres formations. Mhm. Puisque pour moi, en 3 mois, ils n'auront pas encore fini leur processus de formation. Mais je trouve ça génial. Et ça me fait pas peur, au contraire. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un coach sportif qui sort du CQPIF? De continuer à apprendre, de pas penser la chose acquis. C'est pas parce que vous sortez avec un diplôme qui vous donne la permission d'avoir une carte professionnelle de coach d'éducateur sportif que vous êtes déjà coach. Mhm. Il y a encore un grand parcours. Aujourd'hui, j'avais lu une étude il y a pas longtemps. Il me semble qu'en France, la durée de vie d'un coach moyen, c'est 3 ans. Je vois par rapport à même ma formation, on était, il me semble, une vingtaine à avoir le BPGEPS à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être moins de la moitié à travailler. Mhm. Donc voilà, pas penser la chose acquis. S'enrichir, travailler, apprendre. Personnellement, il se passe pas une semaine où je lis pas un article ou quelque chose qui va m'enrichir sur mon métier. Mhm. Donc après, ça peut être des choses bêtes, hein, mais ça va être des fois, ouais, c'est des nouvelles méthodes, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait en Australie. Vraiment être à l'écoute. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile aujourd'hui parce qu'on a accès à tellement de choses qu'on peut on peut garder un œil vraiment sur tout ce qui se passe dans le monde du fitness. Et ça c'est génial. Mais ouais, vraiment, si je dois donner un conseil, c'est pas acquis. Il va falloir continuer à apprendre et, Continuer à et s'informer. accepter d'être encore en apprentissage. Ouais. Je pense que je me suis ressenti coach, réellement coach, après au moins 3 ans d'activité. Ok, bah quand même. J'étais coach, j'ai toujours senti que j'étais coach, mais du moins parce que j'ai appris sur le terrain, parce qu'au début on apprend le contact aussi avec le client, comment mieux l'orienter, mieux l'aiguiller, tout ça. Et ça prend du temps, et on a besoin d'essayer, on a besoin aussi de se rater potentiellement, pour voir déjà vers où on veut aller, et, et quelle méthodologie et quelle technique nous plaît le plus à enseigner. Et si tu étais un client, comment tu choisirais ton coach? Par un premier échange, déjà, je choisirais pas un coach sur Instagram.
Moi, ce qui va m'importer, c'est le côté humain. Donc déjà, j'aimerais échanger avec lui, voir sa façon de travailler, qu'il m'explique un peu sa vision de ce qu'il pourrait m'apporter, et surtout sa méthodologie, savoir un peu où il veut m'amener et comment il veut m'amener à mon objectif. Ok. Mais le premier, le plus important, ça va être l'échange. C'est essentiel. Et justement, tu as parlé d'objectifs. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs? Sur le point de vue sportif. Oui, bien sûr. J'en ai pas mal. Du Ok. coup, j'ai un objectif. J'ai des objectifs court terme, puisque je participe à différents Aerox. Donc, ça, c'est les petits objectifs en courte saison. Et Mais c'est des bon, petits quand même. Ah, c'est non, c'est des petit. petits, c'est pas des petits, mais par rapport à ce qui m'attend derrière, pour moi, c'est un plus petit. Ça me sort Mhm. vraiment de ce que je fais d'habitude. Parce que j'ai objectif en juin prochain de participer à mon premier Alpha Ironman, un 70.3, donc c'est un triathlon L. Mhm. Et là, ça me sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, de ta petit, zone de confort. de ma zone de confort complètement. C'est quoi un Alpha Ironman? Un Alpha Ironman, c'est 1,9 km de natation, on a 90 km de vélo et un semi-marathon derrière. Ok. Donc Qu'est-ce là, qui te fait plus peur? à la natation. C'est vrai? La natation, moi, c'est ce qui me pousse aussi à le faire, c'est que j'ai toujours été très mauvais en natation. Alors, je sais nager, c'est pas un sujet, mais du moins, c'est une des activités sportives où je me suis toujours dit, ok, là, c'est vraiment, j'ai pas d'avance sur les autres. C'est vraiment, il faudrait que je travaille pour y arriver. Et c'est un peu ce qui me stimule aujourd'hui à vouloir le faire, c'est me dire, ok, prouve-toi que tu es capable d'y arriver. Et donc, vu que c'est, on va dire, ton point faible, comment tu t'entraînes sur ça? Autant que coach sportif, parce que c'est ça le côté intéressant pour moi. Et ben là, c'est vraiment la première fois depuis un petit moment où je me suis dit, je vais faire appel à un coach Ok. sur la natation spécifiquement, qui va m'apprendre les bases. Donc vraiment la technique, on revoit tout à zéro. Moi qui pensais savoir à peu près faire le crawl, je me rends compte que je suis pas du tout efficient, donc c'est une catastrophe. Mais ça fait du bien, c'est avoir ça, accepter aussi d'être débutant et repartir de cette ligne de base pour essayer d'évoluer. Et c'est ce qui me stimule aussi, c'est me dire, ok, voilà, tu pars de là, maintenant l'objectif c'est d'arriver là. Et c'est un peu les objectifs qui m'ont toujours stimulé, c'est me dire, ok, t'es là, mais prouve-toi que tu peux aller là. Ok. Et ça, c'est Est-ce que, excitant. est-ce que tu penses que tu es une personne compétitive? Ouais, ça c'est sûr. Ça, je suis compétiteur. Après, j'ai appris à l'être différemment. C'est-à-dire qu'à l'époque du CrossFit, je faisais quelques compétitions. Et j'étais donc compétitif, mais plus envers les autres. Je voulais vraiment me dire, allez, je vais faire mieux que lui, je vais faire mieux que lui. Pris du recul sur ça. Maintenant, ce que je veux, c'est me prouver être compétitif avec moi-même. Dire, ok, maintenant, tu es capable de faire ça. Donc, tu te mets un objectif et tu vas le chercher. Après, faire mieux qu'un tel ou un tel, maintenant, ça m'intéresse moins. Alors, c'est toujours satisfaisant c'est quand tu bats quelqu'un, mais maintenant, c'est ma satisfaction, c'est me dire, ok, prouve-toi que tu es capable de le faire. Et c'est ta compétition, elle est envers toi-même, elle n'est pas envers les autres. Et c'est ce que maintenant aussi, j'essaye d'inculquer à mes clients, c'est qu'ils arrêtent de se comparer à un tel, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où je trouve que ça devient une catastrophe. C'est de dire, ok, mais tu étais capable de faire quoi à la base? Maintenant, qu'est-ce que tu peux être capable de faire demain? Et Ok. c'est là où je veux amener mes clients à me dire, regarde, on est parti de là, maintenant regarde ce que tu arrives à faire, donc imagine ce qu'on peut peut-être faire dans 2, 3 mois ou un an si on continue. Et donc, tu gères ces types de motivation pour toi-même? Ouais, c'est vraiment mon guide, c'est mon cadre en fait, de me dire, ok, maintenant, va chercher tes objectifs. Je me note en début d'année, généralement, tous mes objectifs. Cette année, je l'avais posté sur Instagram où je m'étais donné 6 ou 7 objectifs à faire pendant l'année. Objectifs sportifs, du coup. Et ça me donne vraiment une piste à suivre, une ligne directrice pendant ma saison en me disant, ok, on va aller chercher ça, ça, ça. On va pas tout mélanger non plus, parce Ouais. qu'il faut les faire progressivement. Si tu fais tout en même temps, tu n'y arriveras pas. Mais je trouve que c'est important sur les nouvelles années de se dire, allez, cette année, je vais me donner l'objectif de faire. Alors, on va pas se fixer des objectifs irréalisables, mais c'est important de se donner ces objectifs-là, et c'est pour ça que je le fais aussi. Et ça te dérange pas donc d'avoir un coach? Non, pas du tout. Il faut accepter on peut pas être bon partout. Mhm. Surtout là, c'est un sport que moi j'ai jamais fait, donc je vais pas m'improviser coach de natation alors que j'ai jamais appris à nager. Donc là c'est vraiment une base. Et en plus, ça me permet de m'enrichir personnellement. C'est-à-dire que là, je vais apprendre auprès d'un coach. Alors demain, je vais pas faire des coachings de natation parce que je pense que j'aurai pas les capacités pour. Mais on sait jamais. Si j'ai des conseils à donner à un de mes clients sur la natation, au moins j'aurai une base pour le faire et pour l'aider. Après, je pourrais l'orienter vers la personne qui me suit actuellement ou autre. Mais j'aime bien faire ce que je pourrais faire à mes clients avant de leur donner.
Ok. Donc ça, c'est important. Donc toi, tu fais tous tes entraînements avant de le donner à les clients? Quasiment tous. C'est vrai? Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai appris sur avant. Avant, il pouvait m'arriver de programmer, faire donner la séance à mon client et un peu voir comment il réagissait. Bon, des fois, ça se passait pas bien. Et du coup, là, tu te dis, bon, non, là, c'est pas possible. Et ça fait partie des choses que j'ai appris après, du coup, au bout de 3 ans, par exemple. Tu peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as jamais essayé toi-même. Pour moi, c'est important de le tester, avoir le ressenti, savoir est-ce que, ok, moi j'ai souffert à ce niveau-là, ou quelle a été la difficulté pour moi, et du coup, l'adapter pour ton client en fonction de lui, ses capacités, son niveau, tout ça. Mais pour moi, c'est essentiel de faire et de vraiment pratiquer ce que tu fais avant de le donner. Comment tu gères tout ça et surtout comment tu gères les différents objectifs de tes clients? Vraiment, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Et donc, je vais tester différents formats. Après, moi, je fais des cycles, hein, je travaille sur mes cycles aussi, mais sur ces cycles-là, je teste différents formats. Je note tout, j'ai mon application sur laquelle je note tous mes résultats. Et je garde ça après en compte. Et après, je vais pouvoir me resservir de certains formats que j'ai testés. Donc, que ce soit des formats de force, des formats d'hypertrophie ou même des formats d'endurance pour mes clients. Donc, comme je suis sur toujours des entraînements, ce que maintenant tout le monde appelle hybride, mais c'est juste de l'entraînement puisqu'on fait un peu de tout, ça me permet de toucher un peu à tous les clients. Puisque j'ai des clients qui vont être plus sur l'hypertrophie, donc là on va se concentrer juste sur les formats par exemple d'hypertrophie que j'ai pu tester, d'autres qui vont être plus maintenant sur l'Aerox, donc ça va pouvoir coller avec ma préparation d'Aerox, donc je vais pouvoir également leur faire tester ça. Mais je me concentre vraiment sur orienter mes clients aussi par rapport à ce que je suis capable de leur apporter. Je vais pas leur faire du bodybuilding, c'est pas ma spécialité. Je vais aussi choisir un peu mes clients en fonction de mes capacités. Est-ce que tu as jamais refusé un client? Est-ce que j'ai jamais refusé un client? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de refuser des clients. Mais c'était par rapport à les objectifs que eux ils avaient, comme justement comme Alors, tu disais pour ça le peut arriver bodybuilding. que certains me demandent des choses que je me sentais pas apte de faire puisque c'était des choses que je maîtrisais. Moi, je me rappelle que toi, tu as eu un problème au genou. Exactement. Tu avais un problème au genou. Comment tu as géré ça et comment tu as calmé, donc on va dire, ta partie compétitive de vouloir faire Ouais, justement, c'est marrant que tu te dises ça parce que ce problème au genou, il a réveillé plein de choses chez moi. Ok. Ouais, donc je me fais les ligaments croisés, c'était en mars 2022-23. Et c'est la première fois où je me rends compte que ça me manque terriblement de bouger. Parce que du coup, après mon opération, je suis resté 2 semaines à peu près à la maison sans rien faire. Et là, c'est dur d'accepter que bah, les autres bougent, les autres font plein de choses, et toi, tu es là, tu te dis, ah, je vais perdre du temps, ça va durer 6 mois ma rééducation, c'est long. Et au final, c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée. Ça m'a permis de prendre aussi du recul. J'étais toujours à fond à vouloir faire plein de choses en même temps. Donc ça m'a permis un peu de prendre du recul. Et de toute façon, je pense que la vie nous met des fois des défis comme ça en disant, ok, là tu vas trop vite, prends un temps d'arrêt, regarde ce qui se passe, regarde vers où tu veux aller. Et je l'ai pris comme ça. Je me suis vraiment dit, ok, maintenant, j'en faisais peut-être trop, il faut que je revoie ma façon de travailler, revoie aussi ma façon de m'entraîner. Euh, et ça a été terriblement frustrant pour moi à cette période-là de ne pas pouvoir courir. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais aimé courir. Ok. Et je me suis retrouvé dans mon canapé. C'est bizarre en Non, fait. c'est très bizarre. Je me suis retrouvé dans mon canapé à regarder les réseaux sociaux, à regarder la télé, et je disais à mes potes, non, c'est bizarre, j'ai qu'une envie, je peux pas le faire, et j'ai qu'une envie, c'est courir. Ah oui, c'est en fait quand on n'a pas la Et possibilité. on n'a pas la quoi. possibilité de le faire, et j'ai qu'une envie, c'est courir. Alors j'ai toujours détesté courir, j'étais très nul en course à pied, dans mes compétitions de crossfit, ça a toujours été une catastrophe. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de courir. Et c'est un peu aussi par ce cap-là que du coup, j'ai déclenché le running club et que j'ai voulu me lancer dans la course à pied. Ok. Mais ça a créé quelque chose de... Donc c'était un défi personnel. Là, ça revient sur la compétitivité. Donc, Ouais, c'était un défi personnel. C'est dire, ok, bah là, tu peux plus courir. Ok, bah vivement que tu recours et tu vas courir, tu vas prouver que tu es capable de courir. Et pendant longtemps Et même. pendant longtemps. Alors qu'autant avant, je pense que s'il m'arrive pas mon opération, peut-être que je me serais jamais mis sur la course à pied, ou peut-être plus tard. J'avais quand même vu des potes qui faisaient des Ironman et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Donc peut-être qu'à 40 ans, je me serais dit, allez, feu, maintenant on y va. Et bon, ça arrive maintenant. C'est un half pour l'instant. Mais... c'est quand même On un commence Ironman. T'es quand même un Ironman. Non, c'est des fous. Pas encore. Bah, on va voir à la fin. Mais là, justement, ça me vient en tête que toi, tu as un ami, Maxime aussi, il s'appelle Maxime, qu'il a eu un problème à la jambe. Il a eu un accident, il a perdu sa jambe. Ouais. Moi, je me demande deux choses. Un, parce que ça revient justement au fait que tu ne pouvais pas bouger, tu avais envie de bouger. Comment
toi, tu aurais réagi Bah, si tu aurais eu malheureusement un problème comme ça? Et deuxième chose, et peut-être tu vas me l'expliquer après, comment tu gères son entraînement? Parce que je sais que c'est toi qui entraînes ouais. Maxime. Comment j'aurais réagi à la base? Jamais comme lui. Ça, c'est une certitude. Et je pense pas que j'aurais eu la force mentale qu'il a pu avoir. Maintenant, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que justement, quand j'ai eu mon accident, on parlait par message et je lui disais, enfin mon accident, juste mon opération, j'ai dit, c'est terrible, je peux pas bouger, j'ai l'impression que je retrouverai jamais mon niveau sportif, etc. Alors qu'en fait, c'est que des ligaments croisés. Je veux dire, au bout de 6 mois, tu as une rééducation, tu t'y remets, tu es sur pied, tu y arrives. Et j'arrivais à me plaindre de ça, en me disant, j'espère que c'est long, etc. Quand il lui est arrivé cet accident-là, je me suis souvenu que je lui parlais de ça. Et je me suis dit, mais là, c'est quand même fou de t'être plaint, alors que ouais, tu as eu une opération, ok, tu as été pendant 6 mois. Aujourd'hui, lui, c'est beaucoup plus grave, puisque du coup, Oui. il a perdu sa jambe. Et lui, ça va être pour toujours. Et je me dis, comment t'aurais réagi à sa place? Et, euh, et sincèrement, j'aurais jamais réagi comme lui. Et, et ce qui est génial, c'est l'accompagner parce qu'il a une force mentale incroyable que je salue tous les jours. Et en fait, ça nous en fait oublier ce qu'il a réellement, tellement il est fort. Mais c'est génial parce qu'il n'a pas perdu l'envie de courir, il n'a pas perdu l'envie de faire du sport. Au contraire, Ah oui, oui, pareil, bien ça a sûr. encore plus animé cette chose-là où il a envie de se dépasser. Et du coup, bah, pour son entraînement, on va évidemment adapter tous les mouvements au niveau des jambes, où on va être vachement limité. Mais on a tellement de mouvements à faire sur le haut du corps, et puis il a une telle envie, une telle hargne, qu'on arrive à faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un objectif en février prochain avec Max. On va faire l'Irox en duo à Nice, si tout va bien, normalement. Ouais, c'est marrant parce que justement, on parlait même de ça avec Vincent, où il va faire un Aerox avec son client qui a des handicaps, malheureusement, et toi, tu vas le faire Avec avec, Max. Je savais même pas avec pour Vincent, c'est Maxime. génial. Et c'est génial parce que en vrai, c'est beau de voir comment vous, coach, vous êtes attachés à vos clients tellement pour faire des compétitions avec eux. Moi, Non, ça me touche. c'est satisfaisant de pouvoir accompagner. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour dire, ok, on va l'accompagner, et si on peut le faire jusqu'au bout, autant le faire jusqu'au bout. Oui, Préparer, c'est génial. Et si en plus tu peux partager le moment avec ton athlète, c'est encore plus génial. ah oui. Euh, et donc non, j'espère que Max va avoir une rééducation suffisante au niveau de sa course à pied qui nous permettra de le faire. Et puis si c'est pas à Nice, on essaiera de le faire à un autre moment. Il n'a pas d'urgence ou autre là-dessus. Oui, bien sûr. Mais c'est un vrai objectif et vraiment j'ai hâte. Vraiment j'ai hâte. Et donc là, on vient sur le mental. Comment tu gères le mental de tes clients? Par l'écoute, il faut vraiment être capable de comprendre l'écosystème du client, de son environnement, tout ça pour s'adapter à lui. Et c'est pas aujourd'hui j'ai envie de lui faire faire de la force, faire pousser lourd, on va pousser lourd. C'est être capable déjà de savoir comment il se sent aujourd'hui, quelle a été sa journée, quelle est un peu, bon, sur le journée, mais quelle a été sa semaine, enfin bon, voilà, comment s'organise ses journées pour adapter son entraînement et après leur faire comprendre qu'ils sont capables. Parce que beaucoup pensent que non, j'y arriverai pas. Ça, c'est une des phrases souvent que j'entends. Je rajoute du poids, on me dit non, j'y arriverai pas. En fait, si, tu vas y arriver. Si je te mets la charge, c'est que je suis sûr que tu vas y arriver. Mhm. Et on va le faire ensemble. Donc, vraiment, après, voilà, essayer de les motiver, les accompagner, leur faire prendre confiance en soi. Et leur repousser un peu les barrières mentales qu'ils peuvent avoir. Parce que souvent, c'est beaucoup de barrières mentales où ils se disent je suis pas capable d'eux alors qu'ils sont complètement capables, mais comme ils l'ont jamais fait, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas. Et toi, comment tu gères ton mental? Exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Euh, et c'est vraiment par mes objectifs que je vais me mettre un truc dans la tête en me disant, ok, maintenant, si tu veux aller chercher ça, il va falloir passer ces étapes-là. Donc il y a des fois où tu vas pas avoir envie d'aller courir le soir, d'aller courir tôt le matin, tu vois. Mais c'est vraiment en passant ces étapes-là que tu développes ton mental et que tu te sens capable encore plus de faire les choses. Tu sais, je te fais cette question parce que moi, bah, pour ceux qui ne savent pas, Max, il est mon coach à moi. Et moi, quand je te vois, je me dis, mais comment il fait? Moi, par exemple, la dernière fois, j'allais à la salle, je t'ai vu courir. Et tu courais, et je me dis, il a tous les jours envie de faire ça, il a tous les jours... Ouais, non, et pourtant c'est pas vrai. J'ai pas tous les jours envie de le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ok. Et ce que je préfère, c'est la satisfaction une fois que je l'ai fait.
C'est-à-dire que des fois, le matin, je pense le jour, en plus, tu m'as vu, on s'était croisés, je me souviens très Oui. bien. J'avais pas du tout envie d'aller courir ce jour-là. Je suis parti courir, j'ai fait ma séance que je devais faire, celle qui était planifiée. Je me suis pas dit, je vais changer. On pourrait se dire, tiens, je vais changer maintenant. Tu fais ta séance planifiée parce que c'est ce qui est prévu. Et là, à la fin de ça, tu as une satisfaction que je Ouais. cherche à chaque fois, quoi. J'ai besoin de ce truc de me dire, ok, tu as fait ce que tu devais faire, c'est bien, on avance. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des périodes où tu n'arrives pas à tout gérer? Parce que oui, même si toi tu dis, bah, je me suis planifié ça, je vais faire ça, mais on est des humaines. Donc Ouais. Non, comment... non, après, il faut accepter les aléas de la vie, plein de choses, où tu te dis, bah écoute, ce soir, je peux pas le faire. Soit tu peux être malade, tu peux ne pas avoir le temps, tu peux ne pas le faire. C'est pas grave, il faut se dire, ok, c'est ok, je ferai pas ma séance ce soir. Mais voilà, être capable quand même de garder ton rythme et pas relâcher. Mais non, ça, il faut vraiment accepter aussi le fait de. C'est pas parce que tu as un entraînement qui est écrit sur ton application que tu vas forcément le faire ce jour-là. Plein de circonstances peuvent faire que bah, tu peux pas le faire. Et bah c'est ok, on reprendra la semaine prochaine ou tu reprendras 2 3 jours après. Mais tant que tu reprends après ton rythme, c'est l'essentiel. Ok. Et comment tu gères ta routine à toi? La routine journalière, ça va être me rendre au travail, faire mes séances de coaching, accompagner mes clients, faire tourner aussi mon entreprise. Et dans cette journée-là, je vais essayer d'intégrer mes entraînements qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc après, moi, je travaille sur des planifications entre 6 et 8 semaines pour moi-même. Et j'essaie juste de trouver voilà, le moment dans la journée. Alors il y a des semaines où ça va être 45 minutes, des fois ça va être 1 heure. Donc là c'est pareil, il faut avoir, comme on disait tout à l'heure, la flexibilité de se dire, bah, aujourd'hui j'ai peut-être pas le temps de faire ma séance complète, mais je vais essayer de faire au moins ma première partie de la séance. Et si j'ai le temps demain, je rattraperai. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, on le fera plus tard. Euh, mais ouais, j'essaie vraiment de garder cette notion de travail, entraînement, parce que elle est essentielle pour tout coach. Tu as besoin de te retrouver toi-même, te dépasser toi-même et te pousser. Et ça fait vraiment partie de ma routine, me dire je travaille, je fais mes entraînements, je mange, je dors. Et bon, ça s'arrête pas que là, parce qu'après il y a tout l'aspect social, sinon ça serait terrible comme vie quand même. Il y a tout l'aspect social où voilà, tu vas pouvoir après voir tes amis et autres. Mais la base se fait quand même aujourd'hui pour moi autour du travail. Si on voudrait dire qu'il y a quelque chose que tu ne négliges pas dans tes journées, c'est ton entraînement à toi. À toi? Ouais, j'essaie de pas le négliger. Ok. J'essaie de vraiment pas le négliger parce qu'il va me permettre de me sentir bien. Il va me permettre aussi de prendre confiance sur certains aspects. Et c'est une des bases de l'entraînement, c'est que le sport me fait prendre confiance. Donc, je me verrai pas aujourd'hui travailler et ne pas m'entraîner. Je perdrai complètement confiance en moi et en ce que je peux faire, en mes capacités. Et je suis sûr que je serai moins légitime à faire ce que je fais aujourd'hui. Du moins, d'un point de vue personnel, je me sentirai moins légitime. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment important d'avoir ce pilier qui est mon entraînement dans la journée. Même si des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 20 minutes, je vais courir 20 minutes, peu importe, mais il faut que j'ai cette dose dans la journée. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui est en train de s'y mettre au sport? Quelle routine de vie tu lui conseillerais d'avoir? Une routine saine, donc ça va être dormir. Ça, c'est un des facteurs les plus difficiles et c'est sûrement sur lequel il faut que je progresse le plus. Manger sainement, parce que le sport c'est bien, mais si on mange n'importe quoi à côté, ça sert pas à grand chose. Et voilà, et garder un cadre avec une activité mais progressive. Souvent les gens commencent le sport, bonne résolution, on les voit toujours, nouvelle Septembre, année, septembre, les rentrées, ils attaquent 6 fois par semaine, 1 heure, 2 heures à la salle. Puis quand tu reviens dans les salles 2 mois après, généralement, t'en vois beaucoup moins. mhm. Donc y aller de façon progressive, vraiment commencer sur des petites intensités et essayer de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Donc trouver aussi l'activité qui leur crée ce plaisir-là. C'est pas forcément du fitness, ça peut être de la course à pied, ça peut être du yoga, ça peut être vraiment, mais trouver une activité dans laquelle ils vont prendre du plaisir à bouger et qui leur donnera un cadre pour la suite. Et donc, tu dirais que c'est pas important de se poser des objectifs à long terme, mais surtout se poser des objectifs à court terme. Complètement. Ouais, surtout quand tu commences. Quand tu commences, faut que tu prennes plaisir dans ce que tu fais. On va pas commencer le sport et se mettre des objectifs sur la lune. Je pense qu'il faut être réaliste, se dire voilà, aujourd'hui, moi, mon objectif, je commence le sport, c'est de me tenir à une séance de sport par semaine et apprécier ma séance de sport. Et une fois que tu passes cette étape-là, après évoluer en fonction. Mais garder des objectifs court terme, je pense que c'est essentiel. Donc, même si c'est justement 1 fois par semaine, même si c'est vraiment important, commence à bouger, fais-le Exactement. doucement, prends du plaisir Exactement. et Apprends à bouger, apprends à prendre du plaisir en bougeant.
et le reste viendra après. Mais ne pas s'en dégoûter. J'en vois trop qui veulent commencer fort et après ils se fatiguent parce que à côté ils font pas le nécessaire non plus au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition pour progresser. Et du coup ils abandonnent parce qu'ils ont l'impression de faire des efforts pour rien. Mais vraiment c'est intégrer petit à petit des choses dans ta vie que tu n'avais pas l'habitude de faire. Si tu veux tout mettre d'un coup, ça marchera pas, c'est pas possible. Là, on vient à la fin de l'épisode du podcast, donc j'aimerais bien te faire la dernière question, c'est est-ce que tu penses toi de la routine? Moi je pense que la routine elle est essentielle. Ok. Mais juste, ce qu'il faut savoir, c'est être capable de changer la routine. La routine, elle ne doit pas commencer et ne jamais terminer. Comme dans un couple, tu vois. Si tu gardes une routine dans un couple, au bout d'un moment, les deux se lassent, puis voilà. Il faut juste être capable de changer cette routine. Mais cette routine, pour moi, elle est essentielle puisqu'elle te donne un cadre et une ligne directrice pour l'avenir. Mais il faut juste, comme un cycle d'entraînement, comme une relation, il faut être capable de la faire évoluer. Ok. Comment t'évolues ça, toi? D'un point de vue personnel ou d'un point de vue... Les deux. Les deux. Moi, ma routine, elle va dépendre, pas personnel, si on parle d'un point de vue personnel, ça va dépendre de mes objectifs sportifs. Donc ça va être en fonction de ce que je veux faire, ou même de mes objectifs professionnels aussi, ça peut être professionnel. Donc ça va être adapter mes entraînements, adapter mon cycle d'entraînement en fonction de mes points forts, mes points faibles. Au niveau du couple, ça va être plus... c'est plus délicat, mais ça va être... Non, mais ça va être des attentions. Margot. Ça va être des attentions. écoute. Ça va être penser à des attentions. Je veux dire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans un couple, on pense toujours, on a une routine, on est comme ça. Mais c'est être capable de casser cette routine. Pas toujours faire les mêmes choses le même jour. Voilà. Et il faut être juste capable d'accepter cette routine. C'est que souvent, j'entends, on est rentré dans une routine. Alors, je parle pas de moi, mais je parle de certains couples qui disent ça. On est rentré dans une routine, ça va pas. Alors ouais, ça va pas. Mais on va essayer de la faire évoluer, cette routine. Mais je pense qu'elle est essentielle. C'est-à-dire que si tu changes tous les jours de routine, au bout d'un moment, tu vas arriver au terme où tu pourras plus changer. Tu auras tout fait, tu auras tout vu. Tu vas t'en lasser même de tous ces changements. Et je pense que pour un cadre de vie, pour une stabilité, la routine est essentielle. Donc, oui, il faut une routine, mais oui, il faut savoir la casser de temps en temps. Il faut savoir la casser et la changer. La changer. Comme un cycle d'entraînement. Tu ne feras pas un cycle d'entraînement sur 35 semaines. Tu vas faire une routine, c'est une routine d'entraînement qu'on va faire sur 6, 8 semaines, 12 semaines peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est au terme de ces 12 semaines, switcher et dire ok, on a fait une routine, on change de routine. Mais il n'y a que cette routine qui va te faire progresser. Et pour moi, c'est pareil dans un couple, c'est pareil dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Tu as besoin de cette routine pour avancer. Il faut juste la doser. Ok, c'est très intéressant, merci. Là, on est à la fin, donc je te remercie énormément pour être venu, pour ta passion, pour... ta patience aussi, surtout avec moi, autant que ta cliente. Génial. Et c'est génial de te coacher aussi. Merci. J'espère que tu as vu des progrès de temps en temps. Non, j'en vois. Merci. On a encore du travail sur la course à pied, on va y arriver. Non, c'est très bien. Je sais. Mais bon. Merci à vous tous pour nous avoir écoutés. Je suis ravie donc aujourd'hui d'avoir eu Maxime avec moi. Maxime, si tu veux donner ton Insta, n'hésite pas pour que les gens puissent te suivre et avoir plus d'infos sur ton programme, sur ton studio. Voilà, vas-y. Avec grand plaisir. Donc au niveau du studio, c'est Raise Training Club sur Instagram. Et ensuite, au niveau personnel, où vous pourrez suivre un peu mes objectifs perso dans les prochains mois, c'est Maxime Hall. Donc Maxime et HAL. Comme Alaoui. Le début de mon nom de famille, tout simplement. Merci à vous tous. Abonnez-vous à l'épisode et à bientôt.